recevoir Jean-Pierre Kibarian, ici présent pour nous présenter son dernier livre, Van 1915, par une série de diapositives qui vont accompagner ses commentaires et qui exposent de nombreuses photographies, des archives de l'époque, des cartes, des croquis. Cet ouvrage a été écrit à l'origine en arménien et a été paru en 1917 à Yerevan. Et il raconte, sur l'appui d'un témoignage d'un personnage historique, Hovhannes Tear Martyrosyan, communément appelé Ado, la résistance de Van, ou comment 1300 combattants arméniens, alors qu'ils étaient insuffisamment armés et encerclés, ont tenu tête à plus de 13 000 soldats turcs, lourdement armés, préparés au combat et entraînés. Ado rapporte dans cet ouvrage ses analyses sur les événements tragiques et génocidaires de 1915, qui se déroulent au même moment dans cette province arménienne de l'Empire ottoman, appelée Arménie occidentale, et située à l'est de la Turquie actuelle. Et il démontre comment le gouvernement turc de l'époque a mis en place le processus génocidaire en profitant de l'opportunité de la Première Guerre mondiale pour perpétrer les massacres contre les populations arméniennes. Récemment, il a été publié pour la première fois intégralement traduit en français et enrichi d'une biographie de l'auteur, avec plus d'une centaine de photographies, de nombreuses notes explicatives, d'annexes, de croquis et de cartes, par la société bibliographique Annie, pour une parution récente, en novembre 2015, à l'occasion de l'année symbolique du centenaire du génocide des Arméniens. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Kibarian et nous terminerons cette conférence par une série de questions-réponses. Je vous remercie. J'ai pas une voix qui porte beaucoup, alors si des fois c'est un peu faiblard, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Donc je vous remercie, déjà je suis très content d'être parmi vous, ça me fait plaisir parce que évidemment on est heureux de présenter un ouvrage sur lequel on a travaillé quand même, disons 2 ans, mais avec beaucoup d'intensité. Alors on a été, ma femme Ropi et moi, on a été aidés par un certain nombre de personnes qui étaient des professionnels, mais on n'a pas, dans la mesure du possible, on a essayé de faire le travail le plus professionnel qui soit. Comment on est arrivé? Déjà, juste, j'allais oublier, donc je préfère le dire tout de suite, il y a Erwan Kerivel avec qui je travaille sur le prochain livre, qui va porter sur le Delsim. Mais bon, là c'est juste une parenthèse qui vous salue, donc avant que je ne voulais pas l'oublier. Bien. Maintenant, comment on est arrivé donc à cet ouvrage que vous avez entreaperçu? Certains m'ont dit, oh mais il est lourd. Bon, j'ai dit d'accord, il est lourd. Bon, mais j'ai dit peut-être que le choix du papier a fait que on a choisi un papier justement pour avoir quelque chose de présentable. Quand on a travaillé comme ça, on ne peut pas se permettre de jeter un travail, de le gâcher en ce qu'on appelle mégoter sur la qualité de l'ouvrage. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais Atto, comment j'y suis venu? Alors évidemment, on a voulu l'illustrer par Voyage à Van, bon ça c'est la citadelle, c'est une photo qu'a prise notre ami Zaven Sarkisyan, qui est par ailleurs le directeur du musée Parajanov, qui se rend souvent en Turquie orientale, Arménie occidentale, et qui nous a donné, donc qui donne un aperçu, bien sûr. Le livre ne parle pas que de Van, il a fallu trouver un titre qui représentait, donc, qui symbolise ce qui s'est passé. Évidemment, il n'y a pas qu'à Van, mais et justement, c'est le Vaspourakan. Pourquoi le Vaspourakan? Parce que, évidemment, une grande partie de la population de l'Empire ottoman, orientale, du moins la partie orientale, et il y avait aussi beaucoup d'Arméniens, il n'y avait pas qu'à Constantinople. Donc il y a des gens qui ont décrit un petit peu, il y a eu pas mal de voyageurs, il n'y a pas eu que des voyageurs occidentaux qui ont décrit ce qu'ils ont vu en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. Évidemment, moi j'ai été intéressé à retrouver un voyageur arménien.
Pourquoi? Parce qu'il avait sa propre sensibilité, il pouvait comprendre des choses qu'un voyageur qui passe comme ça en peu de temps n'a pas le temps de comprendre ou de voir. Bon. Et évidemment, alors des fois c'est des commentaires, je préfère pas en parler. Donc on avait précédemment fait un voyage qui était un voyage qui se passait dans les années 1880, qui décrit l'état des écoles. Donc ça c'était important et qui se situait, pour ça que je vais y venir maintenant, à, disons, grosso modo, Erzurum, Bitlis, Van, donc toutes ces régions-là. Et j'avais l'intention de continuer, si ça marchait, donc l'ouvrage était épuisé, si c'était un certain Milacholian, qui était un pédagogue, qui était Vanetsi, et de continuer avec un autre monsieur qui s'appelait Atto. Atto Hovannes Termadirosian. Atto, je vais vous faire une petite confidence. Atto, c'est un diminutif kurde. Alors pourquoi? C'est la fille même d'Atto qui nous a dit, un jour il a vu un berger kurde, il s'appelait Atto et il a pris. Alors je ne sais pas, mais je vous le donne comme ça, on ne l'a pas mis dans le livre, mais nous avons eu la chance de rencontrer, pas tellement longtemps avant sa disparition, la fille d'Atto, une des deux filles. Donc c'était très émouvant, et elle avait dit, j'espère pouvoir voir le livre sorti avant que je disparaisse, et malheureusement, à un jour ou 2 jours, on n'a pas pu la revoir une autre fois, elle était partie. Mais on a essayé de respecter la volonté, on savait très bien que cet ouvrage est très important. Pourquoi alors? Je l'ai mis un petit préambule, et puis où il y a une préface qui fait suite, et ensuite le texte. Il a fallu moderniser. Bien sûr, on ne peut pas sortir le livre tel que et le traduire comme ça c'est pas possible. Donc il y a eu un travail de cartographie, on a pris les cartes, on les a agrandies, on a fait des cartes muettes, on les a transformées, et c'est comme ça qu'on arrive à une carte, il y a eu à peu près 800 noms, mais ça on a gardé la carte d'origine si vous voulez, on a repris, on n'a rien changé. On a gardé tout à fait l'esprit de l'ouvrage de départ. Et puis, on a fait, ça c'est la citadelle donc, que vous avez ici, qu'on a colorié, et on a agrémenté ça, enfin agrémenté c'est bien faible, on a rajouté donc des cartes, une carte moderne du Vaspurakan, donc grosso modo, schématiquement, ce qu'on appelle le vilayet, ce que les Turcs ont appelé le vilayet de Van, par découpage, bien sûr, mais c'est une carte qui est beaucoup plus précise et qui est actuelle, qu'on a fait, que voici, qui est beaucoup plus exacte, qui est beaucoup plus précise, qu'on a fait faire en Arménie par un très bon cartographe. Voilà. Et en même temps, ça fait œuvre utile, ça répond à plusieurs choses. Puisque, bon, on est parti, ça s'appelle la Société bibliophilique, dont je suis le président à vie, et donc on a décidé d'essayer de faire, disons, de faire connaître un petit peu un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là, ce n'est pas du roman. Je n'ai rien contre les romans, il y a d'excellentes choses. Mais je veux dire que là, on rentre dans un sujet historique qui est méconnu. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi ça n'a jamais été traduit? Je ne sais pas. Pourquoi ça n'a jamais été réédité? Je ne sais pas. Bon, vous verrez un exemplaire que j'ai trouvé, qui était dans un état pitoyable, mais vous aurez l'occasion de voir. Alors ici présent, il y a une carte qu'on a pour laquelle, et ça représente l'Aïkestan. Donc à gauche, là je ne peux pas tellement, mais vous avez aussi là, ici l'Aïkestan, et sur la gauche la citadelle. Et avec toutes les positions des combattants arméniens, et la manière dont tout s'est déroulé. Donc évidemment, si vous voyez la carte de départ, on a gardé exactement la même chose, mais bon, on a été chercher des détails. Au musée d'histoire, il y a une carte très détaillée. Et on a rajouté, on a fait un index, ce qui fait que quand on cherche les positions, tout est décrit. C'est-à-dire qu'à Atto, il n'y a pas d'autres ouvrages comme ça qui donnaient autant de détails sur les positions des combattants, les chefs de groupe, les noms, tout y figure. Il n'y a jamais eu autant de détails. Et évidemment, à part les historiens
qui connaissaient cet ouvrage en arménien, bon, ils l'ont utilisé comme ils ont pu, ou ils ont pris des détails de gauche et de droite. Mais là, n'oublions pas que Hatto, c'était un statisticien, c'était un sociologue, donc il a fait un travail de terrain, il a enregistré tout ce qui s'était passé. Donc c'est un monsieur qui a énormément travaillé. Déjà, il avait fait un voyage quelques années avant, qui avait été publié en 1912 à Yerevan, et il en a refait un. Là, c'est celui-ci, c'est pas l'autre qu'on a préféré traduire, puisque là, il reprend les tableaux statistiques. Donc c'est ça qui était important, et que vous verrez. Donc village par village du Vaspurakan, il y a le nombre de maisons, le nombre d'habitants, village par village, dans toutes les régions. Donc il a fait un travail donc, considérable. Maintenant, pour ce qui est de ce travail, il faut dire que on a eu disons un gros souci, c'était de pouvoir faire un travail qui était présentable, parce que l'ouvrage en arménien, il est très bien, mais il est presque inaccessible. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pour le faire connaître. Il est bien évident qu'une fois que l'ouvrage sera épuisé, j'espère dans pas très longtemps, on le mettra ensuite on essaiera de le diffuser de façon, ce qui est important, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc que les historiens puissent s'y référer. C'est ça le but, bien sûr. Mais il est quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose qui soit avec des photos, qu'on a essayé de trouver, il a fallu aller chercher dans différents fonds, parce que les photos de départ étaient totalement inexploitables. Voilà. Alors, bon, si vous voulez bien, on va commencer la projection. J'ai préféré vous expliquer un petit peu le but de cet ouvrage. Donc vous avez la citadelle, ça c'est une photo qui vient du musée d'histoire. Évidemment, là on a encore les maisons en contrebas qui n'existent plus. Donc la citadelle qui est une citadelle basaltique qui remonte, comme vous le savez tous, à une période très reculée, à l'époque ouartéenne. On peut continuer. Et donc voici le personnage. On peut dire que ça c'est un héros obscur, mais c'est un héros. Alors, ça c'est le titre de départ. Metstepkel Vaspurakan, voilà l'état de l'ouvrage. Le deuxième qu'on a trouvé n'était guère mieux, mais il nous a été quand même très utile, puisqu'on avait une saisie informatique qui avait été faite. Mais enfin, ça c'était quand même bien utile. On peut continuer. Voilà. Alors, je vous ai, juste à titre indicatif, bien sûr, vous avez les régions peuplées majoritairement, ou majorité relative ou majorité absolue, des peuplements arméniens. Alors évidemment, on le voit, j'ai oublié ma clé, là voilà, qui est ici. Alors, on va se retrouver, bon, la région du lac de Van, donc Vaspurakan, mais vous voyez surtout le sud du lac de Van. Et puis bon, je ne parle pas de l'Arménie perse ou l'Arménie orientale. Suivante. Là, c'est la carte donc, que je vous ai fait voir, qui représente donc le vilayet de Van, puisqu'il y avait eu des découpages administratifs pour diminuer, évidemment, artificiellement, le nombre d'Arméniens, la proportion des Arméniens. Alors, on les trouve beaucoup plus sur le sud du lac de Van, et puis au sud de Van, dans ce qu'on appelle Ariotsol, donc la vallée des Arméniens. Suivante. Donc là, je me suis amusé à placer, c'est une vue aérienne, enfin une vue satellite. Alors, d'ailleurs, j'ai même pas mis Van qui est ici, dans Ariotsol, prochable de fleuve, et puis différents sommets, ici, là, Mont-Valac, dont vous entendrez parler tout à l'heure. Suivante. Voilà, alors voilà une des cartes. Voilà comment elles étaient. Ces cartes-là, on les a gardées. C'était pas les plus importantes, mais Chattar, quand même, c'était un foyer de résistance. Comme Van aussi, il a été, bien sûr.
Donc nous avons modernisé, on a gardé cette carte-là et on l'a modernisée. On peut continuer. Voilà, ça c'est la carte du Vaspurakan et c'est celle que je vous ai fait voir en couleur dans le livre. On a gardé exactement cette configuration suivante. Et cette carte-là, elle a été prise d'après celle de Lynch, qui est un des plus beaux voyages qui a été réalisé. Il y avait Arménie russe, Arménie turque. C'est toujours un des plus beaux voyages et des plus précis, des plus détaillés. Suivante. Donc il s'est inspiré de ça. Bon, ben dans le livre, n'oublions pas, vous avez plusieurs chapitres qui présentent les événements du Vaspurakan. Il les présente et il présente aussi, Atto parle de la situation internationale. Et donc, avant d'arriver au sujet, donc vous avez plusieurs chapitres introductifs qui sont remarquables. Pourquoi? Parce que Atto a commencé, quand il a écrit son ouvrage, n'oublions pas qu'il a été publié en 1917, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale. Donc il a été écrit vraisemblablement dans les années 1916. Et quand vous voyez le tableau qu'il présente, donc à chaud, et que vous dites 100 ans plus tard, maintenant ça nous paraît très normal, mais il faut voir que lui, il a fait cette analyse à cette époque-là, en pleine guerre. Donc c'est en cela que c'est un travail admirable. Alors évidemment, il va parler des influences des pays occidentaux, qui essayent de chacun tirer la couverture à eux. Ils ont des intérêts commerciaux très importants. Bon, que vous le savez, il y a les grands massacres de 1894-96, et on dit, bon, il faut arrêter les tueries, mais bon, on continue, pendant ce temps-là, ben, les affaires continuent, pas l'oublier. Donc là, Paul Cambon, qui a été quand même un grand défenseur des Arméniens, contrairement à son ministre de tutelle. Suivante. Bon, alors évidemment, vous savez, bon, vous voyez les deux sinistres, la paire suffisamment sinistre pour éviter les commentaires désobligeants, qui ont évidemment pris le pouvoir, qui ont donc détrôné, j'abrège, mais ce n'est pas le but, mais ils ont détrôné le sultan, mais ils ont continué la politique de destruction de l'élément arménien. Suivante. Et celui-ci, le meilleur d'entre eux, on peut continuer, qui sont à la base, ils ne sont pas les seuls, ils ont eu beaucoup de complices dans toute cette histoire-là. Et bon, le comité Union et Progrès, bon, ils font des mouvements, des manifestations. Bon, c'est souvent pour vouloir entrer en guerre, parce qu'il y a différents clans qui s'affrontent, mais le clan pro-allemand est extrêmement efficace, parce qu'on continue, parce que finalement, ben, on va arriver à la déclaration de guerre aux côtés de l'Allemagne, qui pousse ses pions, qui donc malheureusement font basculer la Turquie de leur côté. La guerre est déclarée début août, comme vous le savez, 1914. La Turquie n'y rentrera qu'un peu plus tard, vers la fin, en novembre 14. Et bon, ils vont essayer de détruire l'élément arménien. Donc vous avez quelques représentants qui sont ici, qui sont je parle d'Aram Manoukian, puisque c'est lui qui a été le gouverneur de Van après tous ces événements. Bon, Volamian, le député qui a été assassiné par la ruse. On peut continuer. Voilà, alors bon, l'élément allemand représenté par le général von Sanders, qui est le véritable chef d'état-major, ou en tout cas en second, mais qui évidemment fait de la propagande pour son pays. On continue. Et donc, juillet 14, vous avez déjà le Sefer Bellik. Alors, ce que Atto explique, c'est que le Sefer Bellik, c'était la mobilisation. Mais cette mobilisation, elle devait toucher tous les éléments, c'est-à-dire tous les éléments non musulmans, non turcs, devaient entrer sous les drapeaux.
et être traité à égalité, ce qui était totalement faux, puisque très vite, on peut continuer, très vite donc les conscrits les conscrits en particulier, les conscrits arméniens sont très maltraités, il y en a vraisemblablement entre 120 et 150 000 quand même qui sont incorporés dans l'armée turque, et qui seront très vite désarmés, puis assassinés, par groupe, mais tous y passeront, ou presque. Donc, ce qui arrive, c'est que d'un côté, l'élément arménien est incorporé du côté de l'armée turque, dans l'armée turque, et de l'autre côté, dans l'armée russe. Mais dans l'armée russe, on les envoie sur le front occidental, mais certainement pas dans le Caucase. Continue. Voilà, alors il y a des conscrits, ils sont très contents, ils font partie de l'armée ottomane, mais ça ne va pas durer, et ils seront très maltraités d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura des désertions, pas plus que l'élément musulman. Il n'est pas tellement mieux loti, donc bon voilà, alors vous avez 160 000 réservistes, ce que j'étais en train de vous dire, suivante. Et ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, les dirigeants arméniens à Van, il y a le gouverneur qui est désigné, Jevdet, ou le maréchal Ferrand. Je ne veux pas vous faire de détails, mais Atto vous parlera comment il a pu, avec sadisme, ferrer certaines personnes. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé le maréchal Ferrand. Il est resté comme ça dans l'histoire. Suivante. Et la description en est donnée dans l'ouvrage où on voit à qui on a affaire, c'est-à-dire qu'il utilise toutes les ruses possibles pour détruire l'élément arménien et de préférence avec sadisme. Alors, à Van, eh bien, ma foi, vous avez tout un tas de corps de métier. Là, en celui-ci, c'est une très belle photo qui représente les orfèvres de Van. Suivante. Ici, encore des tisserands arméniens. Alors, il y a une très belle collection sur Van qui existe au musée d'ethnographie de Saint-Pétersbourg, suivant. Et donc, à partir, les Arméniens n'ont plus de choix, parce qu'il y a eu des destructions en masse du Vaspula Khan, que Atto décrit avec beaucoup de détails. Donc, avant même d'arriver à Van, il est dans l'ouvrage, on consigne énormément de détails. Il y a un grand luxe de détails sur tout ce qui arrive. Et quand on en arrive, évidemment, après on arrive à Van, et bien à Van, après Varak, on arrive à Van. Et à Van, eh bien, le 7 avril, on sent que la tension monte, et dans tous les courriers qui sont ici, qui sont consignés, on voit que les Arméniens reculent au maximum, enfin ils essayent la diplomatie, enfin ils essayent tout, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Ils n'étaient pas naïfs, mais ils savent qu'ils ont le dos au mur. Alors ils font tout pour éviter la conflagration. Et malheureusement, arrivés au 7 avril, ils n'ont plus le choix, ils sont bombardés en permanence. On peut continuer. Et donc ils avaient déjà une petite structure militaire, comme un encadrement. Mais ce sont des gens du peuple, il ne faut pas l'oublier. Là, vous avez des gens, des paysans, des gens qu'on leur fait creuser des tranchées. Continuons. Donc vous avez des ouvriers, donc des gens, ce qu'on appelle les Amaliam Amrachen, bien, ce sont des gens qui reconstruisent tout ce qui a été détruit, la canonnade qui n'arrête pas, ne l'oubliez pas, pendant plusieurs semaines. Vous avez sans interruption le canon qui démolit, et ces gens-là, la nuit, ils reconstruisent ce que les Turcs avaient abîmé ou défait, et ils se battent pied à pied. On continue. Voilà, alors on construit, vous aurez la description comment ils ont fabriqué des cartouches, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui se jettent sur les bombes qui sont lancées, qui se précipitent pour récupérer ces bombes avant qu'elles explosent, pour récupérer la poudre. Parce il manquait de munitions aussi, il manquait de tout. Mais ils faisaient face, parce qu'ils savaient que de toute façon, il n'y avait plus le choix. Il fallait se battre.
Voilà, alors ça c'est, on est arrivé à la citadelle, donc vous verrez sur la carte qui figure, qui est en couleur, on voit très bien donc les positions. Et avec ici les remparts, et donc au-dessus de cette citadelle, vous avez les canons. Les Arméniens n'avaient pas de canons, ils n'avaient rien de tout ça. Ils avaient des fusils, des Mauser, des choses comme ça. Tout l'équipement en point de vue armement est décrit ici. Ensuite, voilà, alors on a la même carte que vous avez vue. Bon, on voit beaucoup mieux, si vous voulez, le contraste entre les positions turques, qui sont évidemment à l'extérieur, et les positions arméniennes. On continue. C'était pas les plus importantes. Voilà, alors ça c'est l'Aïkestan, c'est la superbe carte que nous a fait Sophie Agopian, et évidemment Rafi aussi, son mari. Alors, il a fallu donc déchiffrer tout ce qu'il y avait, parce que si vous agrandissez, je vous assure, c'était pas évident. Là, ça nous a fait passer des mois. On peut continuer. Voilà, donc ça c'est la fameuse carte que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et là, pareil, alors l'élément turc était ici, c'est-à-dire que les populations turques sont montées vers le nord et ou vers le sud. Et ici, évidemment, la citadelle qui est ici. Et ça ici, c'est l'Aïkestan, ce sont les jardins, les vergers, c'est-à-dire c'est le quartier, le chic, avec les consulats, les écoles, enfin tout était concentré ici. On continue avec toutes les positions. Ben, il fallait nourrir aussi tous ces gens-là, c'était pas très facile, donc là aussi, on vous parle du quotidien. Il y avait une organisation pour tout, il y avait un comité militaire, il y avait des ordres du jour, tout y figure. Donc c'est le grand intérêt de l'ouvrage. Il y a eu d'autres choses décrites, mais ça, c'est la Bible de celui qui s'intéresse à cette épopée. On a parlé d'épopée parce que c'est vraiment une épopée. On continue. Alors voilà, bon, elles ne sont pas très belles ces photos, mais elles sont tellement... Madame Aravni, quand on raconte ce qu'elle a fait, Digine Aravni, elle avait 4 ou 5 enfants. Ça, c'est un des gosses qui se jetait sur les bombes. On continue. Voilà, bon, alors évidemment, n'oublions pas, il y avait dans l'élément turc, ben, il y avait beaucoup de Kurdes. Il y avait beaucoup de Kurdes avec toutes les exactions qui ont pu être faites. On continue. Alors ça, ce sont encore des Kurdes. On continue. Voilà, alors, n'oubliez pas que ce sont les volontaires qui étaient en avant-garde de l'armée russe qui ont poussé à ce qu'ils interviennent, qu'il fallait se dépêcher avant que le Van tombe. Alors ça, c'est la 7e Légion, mais eux, ils étaient très motivés, plus motivés encore que l'armée russe, qui, elle avait un encadrement, mais les plus motivés, c'était ces 15-20 000 volontaires qu'il y a eu, arméniens qu'il y a eu. On continue. Alors ils étaient contents parce qu'après, ils ont saisi des canons turcs. Cette photo, elle est très connue. On peut continuer. Voilà, alors évidemment, après tous ces bombardements, il ne restait plus beaucoup. Et puis les Arméniens, à la fin, ils ont fait un peu de dégâts quand même, mais ils en avaient vu de toutes les couleurs quand même. Hein. On continue. Voilà, alors, c'est la jonction, mai 15. Ça ici, c'est Aram Manoukian, le général Nikolaev. Et puis donc les différents, il y a Tro, je crois qu'il est ici. Enfin bon, en tout cas, vous avez on ne peut pas dire qu'ils pactisent, ils sont dans le même camp, hein, bien sûr. On continue. Alors voilà encore une vue, une très belle vue. On est toujours en 1915. Hein. Et n'oublions pas que après la bataille de Sarikamish, qui est décrite ici, malheureusement, les Turcs, ils ont pris prétexte, ils ont dit que ce sont des traîtres, et ils ont pris prétexte parce qu'en fait, les Arméniens n'ont fait que se défendre, c'était de l'autodéfense, c'est évident. On continue. Voilà, et alors malheureusement, ce qui arrive, alors que les autorités russes avaient dit, après avoir désigné Aram Manoukian, qui était l'âme, si on peut dire l'âme, oui, dirigeant, disons,
qui a été désigné comme gouverneur de Vannes, ils avaient dit non, non, on ne bougera pas, on ne bougera pas. Et puis, pour des raisons stratégiques, dit-on, mais certainement pas que stratégiques, parce que souvent, vous verrez, c'est très souvent qu'on entend dire l'Arménie sans Arméniens. Bon, il y a eu un ministre russe, tsariste, qui avait parlé de l'Arménie sans Arméniens. Et même en Arménie à l'heure actuelle, on vous dira encore la même chose. L'Arménie sans Arméniens remplacée par les Cosaques. Donc dans toutes ces régions, il y a même d'autres choses. Il y a un livre que Nevon Ketchejian a sorti, Ketchejian, et dans lequel on lit des choses qui font froid dans le dos. Ils disent, bah, ça y est, le travail il a été fait par les Turcs. Comme ça, il n'y a plus qu'à s'emparer des territoires. Alors, malheureusement, eh bien, ils ont très peu de temps. Il y a 200 000 réfugiés, il y a 200 000 Arméniens qui se retrouvent sur les routes. Alors évidemment, il y a des volontaires pour essayer pas, que ça ne soit pas un massacre. Mais évidemment, il y a les Kurdes, il y a les Tcherkesses, il ne faut pas l'oublier. Et l'élément tcherkesse est important aussi. Ils ont joué un sale rôle aussi. Avec, puis bon, les bataillons de bouchers, comme on les a appelés. Et il n'y a pas d'autre mot d'ailleurs. On peut continuer. Je vous ai passé beaucoup de détails parce que bon, le temps est quand même compté. Vous avez, je suis en train de vous, non pas de vous réciter le livre, j'exagère, mais il y a quand même beaucoup de choses là. Vous avez tout ça qui est décrit avec bien mieux que ce que je vous dis. On peut continuer. Et voilà, ça c'est Digina Dolia qui on a interviewé, ça a duré un bon moment. On a eu au moins la chance de la voir. On continue. Atto sur ses vieux jours. Il est né en 1867, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin bon, il est mort en 1954. Il n'a plus jamais rien dit après. On peut continuer, ça sera l'image finale. Et on a fini par trouver la tombe de Ioannis Delma Dilosian avec sa petite fille. Voilà. Donc c'était le moins qu'on pouvait faire. Et comme j'avais écrit, que la paix soit avec lui. J'ai été peut-être, il y en a qui voudront en savoir plus, ou on est, bon, enfin bref, il fallait le présenter. C'est un support, il y a tellement de choses à dire. C'est une période qui est tellement riche d'événements, pas toujours bien gai. Je n'ai pas raconté la fin, je vous l'ai évoqué bien sûr, parce que c'est quelque chose, j'ai dit que c'était une épopée parce que il y a un souffle épique. C'est pas Homère, c'est pas tout ça, mais si vous permettez, je vais juste vous lire quelques lignes, du moins je vais essayer. En décembre 1914, suit janvier 15, où la bataille de Sarikamish, c'est la destruction de la 3e armée turque. Ils perdent 80 000 hommes, enfin, c'est grâce, à cause, c'est selon d'Enver. Mais il y a donc des destructions qui se font et il y a beaucoup de réfugiés, bien sûr, puisqu'il en arrive même à Vannes, quand Vannes est, encerclée, où Jevdet laisse rentrer ces réfugiés qui arrivent là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on les fait rentrer, ces pauvres malheureux. Et puis, on en fait encore, puis encore arrive. Alors on les fait encore rentrer. Et puis on en arrive encore. Alors on les fait rentrer. Et à un moment donné, ils réalisent que ce fameux Jevdet les fait rentrer exprès pour qu'il y ait des bouches en plus à nourrir, pour affamer. Et à un moment donné, le corps dirigeant décide de ne pas les laisser rentrer. Et ce sont des choses comme ça, des choix qu'il a fallu faire. Et quand il y a eu plusieurs exodes, parce que les Russes sont revenus, ils sont repartis, donc il y a eu différents mouvements. Mais quand vous voyez qu'à un moment donné, quand les gens
quittent Vannes, des fois, ils achèvent des fois des malades ou des vieillards pour pas qu'ils tombent aux mains des Turcs. Voilà. Alors, ça, c'est ce que vous arrivez à lire, et c'est évidemment poignant. Hein, voilà. Et si vous permettez, je vais juste vous dire un petit peu que il n'y a pas que ça dedans. Heureusement, il y a des pages où on dit, bon, ben, au moins, ils se sont défendus, ça fait toujours plaisir, c'est normal. Dans la panique, chacun n'ayant pensé qu'à sauver sa peau avait fait fi du reste. Les parents avaient oublié leurs enfants, tout comme les enfants leurs parents, ou les sœurs leurs frères et les frères leurs sœurs. De nombreuses mères avaient abandonné leurs nourrissons à mi-chemin, se trouvant incapables de porter leurs plus précieuses charges. Il se compte par centaines ces parents qui ont perdu leur enfant. Voilà ce que décrivait un témoin. Parce que justement, Atto est arrivé tout de suite à chaud, et il enregistre. Il n'avait pas de magnétophone, mais il était beaucoup plus efficace parce qu'on le retrouve. Et il note tout. Il note tout ce qui s'est passé, où était un tel, à quelle position il était. Donc tout est indiqué. C'est pour ça, c'est ce qui fait aussi la valeur du document, parce que c'est un document. Je ne vais pas répéter, si je vais le répéter, ce qu'a dit Yves Ternon. Il a dit, mais c'est un document exceptionnel. Si je l'avais eu en main, il m'a fallu 25 ans pour voir ce que j'aurais écrit différemment. C'est le soir tard, on ne distinguait rien à 2 pas. La boue était insupportable. Je rentrai à la maison. Devant moi, dans l'obscurité, j'entendis des voix. Arajan, Okut Mada, mon frère, on se retrouve ici, dans la boue, sans abri, sans aucun moyen. On n'a pas pu suivre nos camarades, on les a perdus. J'orientais ma lanterne dans cette direction. Au pied du mur, dans la boue, des formes sombres bougeaient. Une femme se leva lentement, puis une autre portant un enfant. Un homme avec un énorme fardeau sur le dos, et enfin une 3e femme, ainsi que des enfants de 5 ou 6 ans. Tous noirs de saleté, brûlés par le froid, les vêtements boueux et déchiquetés. L'homme et la femme à l'enfant étaient mari et femme, et les 2 autres enfants étaient les leurs. Quant aux 2 autres femmes, elles avaient perdu leur mari et étaient désemparées. Je tentais de leur trouver un abri, mais toutes les maisons étaient pleines de réfugiés. Il n'y a plus de place ni de solution, et je restais là impuissant. Il y a des pages comme ça, c'est sûr, mais on voit la misère, et évidemment, par extension, on se dit, mais quand on a pu constater ou voir des choses à la télévision, on dit, mais c'est pas possible, rien n'a changé. Et malheureusement, ce que l'on voit là, on arrive encore à le voir. Mais c'est pour ça que c'est un grand moment que d'avoir pu accéder à ces choses-là. Ça a été, non pas une souffrance pour nous de le faire, des fois, bon, c'était un peu dur, mais c'est sans regret, et c'était quand même important qu'on puisse le faire connaître. Voilà. Merci Jean-Pierre Kivarian d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir présenté cet ouvrage avec autant d'émotion, finalement. C'est ce qui ressort. Je pense qu'on est tous pris par cette histoire qui est la nôtre, qui est notre histoire commune. Donc c'est important pour nous de continuer à en parler. C'est vrai que c'est un ouvrage qui n'est pas trop connu. Pourtant, il devrait. Donc c'est la raison pour laquelle on vous souhaitait venir ici. Donc il y a des ouvrages qui vous attendent à la sortie. Si vous voulez les faire signer, dédicacer, Jean-Pierre Kivarian sera là. On va finir cette conférence par une série de questions-réponses. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On va faire ça en main levée. Si vous avez une question, vous pouvez vous manifester. Ne me posez pas des questions trop compliquées, hein, parce que je ne saurais peut-être pas toujours vous répondre. Parce que maintenant, bien que n'étant pas un historien, bon, vous doutez que j'ai quand même un petit peu lu, puis les années sont passées, mais maintenant, j'avais posé une question à Kevorkian, en lui disant, elle me dit, tu sais, je ne suis pas un spécialiste du Caucase, il faut que tu demandes à... On pose des choses, des questions très pointues. Maintenant, chacun est spécialisé. Maintenant, que ce soit les financiers, que ce soit tout ce que vous voulez, maintenant, il faut des avocats, ils sont tous spécialisés. Alors, il n'y a pas de raison que les historiens ne le soient pas.
Gonzalo, tu avais fait une question. Alors, merci pour votre présentation, soyez la bienvenue. Je voulais, alors c'est sans rentrer dans les détails, mais que vous racontiez un petit peu la manière dont les Arméniens se sont défendus. Vous parliez de 1300 Arméniens contre 20 000. Oh, ils étaient au moins, c'était 1 contre 10 et encore, ils n'avaient pas il ne faut pas oublier quand même que les Turcs avaient des gens entraînés. Ils avaient des fois de très bons tireurs qu'ils utilisaient, et des Kurdes aussi, beaucoup. Donc les Arméniens ne disposaient pas de beaucoup d'armes. Je n'en ai pas parlé parce que on l'a mis dans le livre parce qu'il y a un témoin, il y a eu 2 témoins importants. Il y avait Nogales, qui était disons, capitaine, donc il avait un grade subalterne en tout cas, qui était du côté ottoman, puisque Enver avait fait de telles coupes sombres qu'il n'avait plus d'encadrement suffisant. En tout cas, il y avait plus de généraux que d'officiers secondaires, en tout cas. C'est lui qui se chargeait de diriger, de commander les bombardements de l'armée des Turcs. Et donc il explique comment les gens se battaient. Alors lui, évidemment, il donne son témoignage, mais il ne dit pas que les Arméniens, il est assez élogieux vis-à-vis des Arméniens et de leur force, parce qu'au début, bon, ils avaient peur. Puis petit à petit, après, ils s'habituent au bombardement, ils s'habituent aux canonnades et tout, et puis ils résistent. Et puis, à leur grande surprise, des fois, ils arrivent à repousser. Il y a tellement de choses que j'ai pas pu tout vous dire, mais par exemple, il y avait des canaux. Dans les années 1900, ils avaient construit les Turcs avaient construit des casernes en plein dans les quartiers arméniens. Évidemment, c'était pour empêcher tout mouvement. Et ça devenait très difficile à défendre. Donc ce qui s'est passé à un moment donné, c'est pour ça d'ailleurs, j'ai trouvé une très belle photo en Arménie, Grigor le Bulgaratsi. Et lui, il avait trouvé un moyen, il avait fabriqué ce qu'il fallait pour faire sauter. Ils sont passés par les canaux, parce qu'il y avait des canaux, donc il y avait ce qu'on appelait les cancans. Alors les cancans, ils étaient des ouvriers. Il y avait des Arméniens, bien sûr, qui faisaient ça. Ils descendaient pour nettoyer ces canaux. Lui, il a eu l'idée, il a dit on va passer par les canaux pour arriver jusqu'à la caserne, qui était placée dans le centre, dans le quartier arménien, avec beaucoup d'hommes, beaucoup de Turcs. Et ils arrivent, et puis, à un moment donné, ils arrivent à faire sauter la caserne. Donc pour dire qu'ils ont utilisé tous les moyens possibles, même s'ils n'avaient pas de canon, ils ont même fabriqué des canons. Ils ont fabriqué, bon, mais ils ont été jusque-là. Ils ont utilisé toutes les ficelles possibles parce qu'ils se défendaient avec acharnement. Alors ils avaient des armes, il y avait Mossini, des Mauser, des choses comme ça, un armement un peu hétéroclite, mais bon, ils s'en sont servis, apparemment, d'après ce qu'ils disaient, les Mauser, ils les avaient transformés, c'était devenu une arme redoutable. Donc, bon, je vous avais pas donné tous ces détails, mais quand on voit la description, on est quand même admiratif de voir qu'avec le Raya, comme on dit, hein, il était capable de se défendre quand il en avait la possibilité. Et puis évidemment, bon, il ne faut pas oublier, il y avait quand même le soutien, Aram Manoukian, il avait quand même le soutien des partis politiques. Hein. Il avait les Renchak, ou les Tachnak, ils étaient, évidemment, là il n'était plus question de se dire, ah oui, un tel, ceci, cela, c'était une question de vie ou de mort. Donc, voilà comment ils se sont défendus. Alors, si j'ai répondu à la question. Ça a commencé quand et jusqu'à quand ils se sont défendus avant de se retirer avec le... Alors, ça se termine en juillet 1915. En juillet 1915, c'est là où vous allez voir, les Russes, ils s'en vont. Ils vont revenir quelques jours après d'ailleurs. Mais, disons qu'ils sont restés, ça a duré, le siège a duré à peu près un mois. Ça a commencé
j'ai plus le jour exact du mois d'avril, jusqu'au 4 mai, jusqu'où là où les Turcs disparaissent de la circulation. Et après, bon, bah, pendant quelques semaines, on commence à s'organiser, on fait un gouvernement provisoire, enfin c'est avec les budgets, il y a tous les détails du budget, de prévisionnel, tout. C'était très bien organisé, ils étaient très bien organisés. Ce qui a manqué, c'est le temps. Et puis les événements. C'est les Russes qui les ont obligés à guider, évidemment, partout. Oui, il a fallu, donc ils sont partis sur les routes, comme ça, bon, en direction de l'Arménie orientale, mais bon, évidemment, il y a eu des pertes, c'est assez cruel, et d'ailleurs, les Russes, l'armée russe, ils ont demandé des armes, ils ont dit laissez-nous des canons, laissez-nous, ils n'ont rien voulu laisser, rien. Ah oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien des fois. C'est souvent. Si quelqu'un... Une question en fait. Alors, sur toutes ces définitions que vous avez données, est-ce que par exemple, du côté turc ou russe, on va avoir effectivement les mêmes choses, où ça va être un petit peu plus transformé, ou grandissant, ou je ne sais quoi? Toutes ces sources, vous les tenez uniquement des propos arméniens et autres? Essentiellement, les seuls, là, c'est un témoignage d'un Arménien qui est dans le camp des Arméniens. On n'a pas de témoignage des Turcs. On les a indirectement, c'est pour ça on l'a fait figurer, celui de Nogales. Parce que Nogales était quand même dans le camp turc. Et il décrit aussi Jevdet, mais pas en bien, hein. Pas en bien. Il dit c'est une panthère. Du jour au lendemain, s'il veut se débarrasser de quelqu'un qui ne lui intéresse plus, il le fait ou empoisonner, ou enfin, donc il y a quand même, on a tout de même une idée. On a aussi la description des Kurdes. Il dit les Kurdes, ils viennent pour piller. Et puis, des fois, ils restent un peu plus longtemps pour piller, donc ils sont devenus ils bons à rien pour se battre, parce qu'ils sont occupés à piller. Donc il y a quand même, on a quand même une idée de ce qui se passe en face. Hein. Au point que même à un moment donné, il y a les Arméniens qui se moquent des Turcs en disant vous êtes dirigés par un gavour. Parce que il était chrétien, Nogales. Donc on a quand même une idée. On a aussi les courriers. Il y a la description de tous les courriers. C'est très intéressant. D'ailleurs, on les a mis, les titres, on les a mis en majuscules, alors que d'habitude, Pacha, c'était en minuscule, Bey, on mettait en minuscule, mais par contre, dans les courriers, on a bien fait sentir la flatterie. Alors, il y a le Yezdik Vartabed qui se trouve, par hasard, qui se trouve dans le camp arménien, bien sûr, il était là. Ils essayent de temporiser, alors ils le flattent, ils flattent Jevdet, et puis pour gagner du temps, ils ont très bien compris que de toute façon, ils veulent la peau des Arméniens. Mais on voit comment la flatterie est menée, tout ça c'est bien décrit, très très bien décrit. Alors on a quand même une idée, on sait à peu près à quoi s'attendre de ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que du côté de Nogales, dans le même exemple, effectivement, il avait vraiment l'impression d'avoir vraiment que des lions, des dragons en face de lui? Ah oui, il le dit, hein. D'ailleurs il dit, là c'est pas Atto le dit pas, mais Nogales il dit, s'il y a un chrétien ou un mort qui tombe dans les mains du camp adverse, on ne donne pas cher de sa peau. Hein. Oui, non. Il n'y avait pas de quartier. Il n'y avait pas de quartier, il n'y en avait déjà pas eu, ils n'avaient pas fait de fleurs aux Arméniens. Quand les Arméniens ils avaient le moyen de se défendre, ils ne se sont pas laissés faire, heureusement. Alors, vous parliez de statistiques. Oui. Dans le Vaspulagan, il y avait combien d'habitants à peu près? Combien ont pu réchapper et combien sont tombés sous... En tout cas, je peux dire, je n'ai pas les chiffres exacts. On peut dire, bon, d'après les statistiques, il y a à peu près 120 000 habitants à peu près, grosso modo, dont 40 000 à Van, dont 25 000 Arméniens. Enfin, ça varie suivant les chiffres, parce que
c'est très difficile de... Les statistiques ne sont pas toujours très fiables. Bon, là, on peut y croire. Là. Ça c'est quand même très valable. Elles font partie de celles qui sont citées. Celles des autorités turques, bah, ils ont tendance à minorer, bien sûr. Et les Arméniens, bah, des fois, non pas les exagérer, parce que des fois, ça leur faisait coller des impôts en plus. D'ailleurs, ce qu'ils appellent le tekalif harbiye, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, et dont on parle abondamment, c'est que on payait un impôt pour être exempté. Sauf que là, maintenant qu'ils allaient rentrer dans l'armée turque, vas-y, on leur faisait quand même payer un impôt, et même ceux qui étaient mal foutus, et on les engageait aussi. Bon, donc il y avait toute cette maltraitance. On voit bien comment donc cet impôt, les gens, on leur faisait payer, et puis on repassait, on leur donnait un bout de papier d'ailleurs. Alors si c'était un impôt, pourquoi leur donner un reçu? Enfin bon, c'était des choses... mais c'est à tout moment, et tout, c'est l'intérêt de l'ouvrage, c'est de vous donner quand même, c'est donner le cadre. C'est ça qui est important. On donne un cadre. Il n'y a pas, là, c'est pas que de l'anecdote. Il y a quand même toute une présentation. On comprend mieux quand même ce qui se passe. C'est d'autant plus intéressant d'avoir ces informations-là que vous avez traduites de l'arménien, donc rendues accessibles. Voilà. Et que l'autodéfense de Van, c'est l'une des deux autodéfenses arméniennes dont l'issue a été favorable pour la population avec l'autodéfense du Moussada. Et il se trouve qu'il y a quelques Koussalersi dans la salle, qu'on connaît bien l'histoire du Moussada parce que ça a été rendu, ça a été connu grâce au roman de Franz Werfel, et qu'il manquait peut-être un ouvrage grand public pour expliquer comment s'est passée l'autodéfense. Alors moi, je manque d'informations, donc je vais m'empresser de lire le livre, mais sur les 120 000 habitants arméniens, donc combien à peu près ont réussi à avoir la vie sauve et à partir dans le Caucase? Difficile à dire. Par contre, je peux vous donner un détail, c'est qu'en 48 heures, il y a eu 50 000 personnes qui ont été assassinées. En 48 heures. Et ça, c'est bien cité. D'ailleurs, Asher, c'est un des deux autres témoins, qui est un témoin américain, qui comprend, qui sait très bien à qui il a affaire, puisqu'il s'occupait de l'hôpital dans Van. Je n'ai pas dit qu'il y avait un hôpital, parce qu'il y avait trop de choses à dire. Mais il donne ces détails, et il donne ses statistiques, mais c'est précis, hein, et là ça fait froid dans le dos, de voir comment ils ont pu faire si vite. Donc c'était quand même bien préparé, c'est-à-dire au mois de mars 1900, c'est ce que donne comme date, comme créneau, vers le 20-25 mars, Kevorkian. Que la décision de destruction des Arméniens d'une manière systématique, elle est prise à cette époque-là. Sur tout l'ensemble du territoire. Les 50 000 en 48 heures, c'est quelle date? Pour vous dire de bêtises. Bon, de toute façon, c'est sur 1915, et c'est un petit peu avant l'attaque sur Van. Donc vous pouvez la considérer, ça se situe entre février et avril. Hein. Avant le 24 avril, en tout cas. Oui. D'ailleurs, j'ai mis, c'est d'ailleurs, je me suis permis, il y a aussi à Chabin Karaïsal, ils se sont défendus, puisque mon grand-père, il était de Chabin Karaïsal, et d'ailleurs j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, qu'il a fait partie du comité local d'Anchak. Voilà, il était prêtre, et puis après il a été envoyé à Constantinople, et après il est venu à Paris, comme ça qu'il a fini ce Pazan jusqu'en 1940. Mais c'est vrai que aussi, oui, effectivement, à Chabin Karaïsal, il y a eu une défense. J'ai même retrouvé une photo de quelqu'un, c'était avec notre nom. Alors ça m'a fait plaisir. Bon, il est mort les armes à la main. Alors j'ai vu ça dans un endroit. J'ai dit, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, au moins, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai dit, il valait mieux. Il valait mieux parce qu'il savait très bien. Et la lettre qui avait été envoyée, je l'ai mise, c'est la seule que j'ai mis en index parce que bon, il y avait déjà beaucoup de choses. On a fait un index aussi.
Et dans la... C'est pour ça que c'était bien avant le 24 avril, ça c'est sûr. Mais il y a une lettre qui a été envoyée à mon grand-père, donc comme j'avais la lettre, je l'ai mis, enfin j'ai mis la traduction. Hein. J'ai pas mis le texte en arménien en face, mais la traduction était fidèle. Votre grand-père, Chagan, prêtre. Oui, c'est l'information que j'ai lue. Mais je sais qu'il disait de toute façon, si on ne se défend pas, on va se faire massacrer. Hein. Et c'était une lettre qui a été envoyée le 21 avril 1915, donc du Catorigos, et qu'il envoie donc à mon grand-père, qui était déjà à Paris, puisqu'il est arrivé à la fin du 19e, donc bien avant ses enfants. Et il dit, voilà ce qui est en train de se passer. Des témoins oculaires originaires du vilayet de Vannes qui ont pu s'enfuir au prix de grandes difficultés ont rapporté ces nouvelles au Saint-Siège. Donc c'était, oui, parce que la date du 24 avril, pas dire qu'elle était symbolique, parce que bon, il y a une date et tout, mais je veux dire, les massacres, ils avaient déjà commencé très très largement avant, ça c'est sûr, avec l'intention de supprimer les morts arméniens, ça c'est sûr. Enfin bon. C'est un élément très intéressant, puisque le 24 avril, symboliquement, c'est le début. Donc les Arméniens pouvaient se douter de ce qui allait arriver, parce que ça avait commencé à partir de février. D'ailleurs, il y a une bonne partie de l'ouvrage où, avant d'ailleurs, il explique comment on est arrivé jusque-là. C'est-à-dire qu'à telle région, les massacres en masse, ils sont cités, et avant l'attaque sur Vannes. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à Bolis, par rapport à votre question, Bolis était coupé quand même des régions rurales. Souvent dans le livre précédent de Milachonian, il disait les Amirats et à Constantinople, ils ne s'occupaient pas du tout des régions rurales. Donc ce qui fait que les Turcs, les Ottomans, ils ont pu commencer le massacre. On a l'habitude, on a déjà eu ça avant, en 94, en 1909. Là, c'est encore un petit quelque chose comme ça, mais ça va passer. Mais en fait, ils avaient commencé, il y a eu des centaines de mille, déjà dès le mois de mars. Hein. Ils ont commencé par le Chadar. Voilà, donc moi je suis allé à Vannes, en fait c'était en 73, et puis j'ai rencontré je crois un Arménien, mais il parlait Moussa Yelem là, et je ne l'ai pas vu en fait très, très longtemps, et voilà, bon, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ce qui me frappe, c'est que la résistance de Vannes par les nôtres, par les Arméniens, eh bien, elle est considérée par les Turcs comme une traîtrise, enfin on dit voilà, voilà ce qu'ils se sont alliés avec les Russes, etc. C'est-à-dire les Arméniens, ils passent pour les Turcs comme des traîtres, des renégats, etc. Il y a quelque chose qui est frappant, qui lit beaucoup, qui est bibliophile, on lit tous les deux, on essaie de comprendre, et on voit en fait, au XIXe siècle, les voyageurs, les hommes politiques, on parle de, regarde Gérard de Nerval, la coexistence des peuples, par exemple, les peuples juifs, les peuples grecs, l'élément ottoman, les Arméniens vivent en bonne intelligence, etc. Et en réalité, la réalité, c'est qu'elle est vraiment, bon, elle est évoquée parfois, bon, on dit voilà, oui, il y a quelques exactions, mais globalement, on minimise tout, c'est-à-dire les exactions, les massacres à une certaine grande échelle avec ça, ce qui s'est passé en 1893, 96, il y a eu donc des massacres à grande échelle. Et ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a vraiment été porté à la connaissance, quoi, en fait, des hommes politiques. C'est une bonne question. Alors, la question, c'est que, en fait, ils utilisent toujours ça pour dire, voilà, donc, en fait, les Arméniens, ils ne sont pas des loyaux sujets, mais de toute façon, quand ils sont engagés dans l'armée, ils sont massacrés ou ils sont exécutés, et encore plus récemment, et tout ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que, de toute façon,
les choses sont truquées, parce que même quand ils essaient de faire un débat, c'est toujours revisiter des choses, faire du révisionnisme, etc. Ce que je voulais savoir, c'est, de toute façon, on aura, pour eux, je veux dire, il y a quelques intellectuels qui font vraiment qui ont une prise de conscience chez les Turcs, mais on est loin du compte. Mais s'agissant de Van, de la région de Van, c'est qu'il y avait les Kurdes qui faisaient des razzias, qui faisaient des expéditions contre les populations arméniennes. Donc ça n'a jamais cessé, là. Et là, effectivement, il y a cette résistance, mais tout cela est précédé, de toute façon, par des Kurdes, des chefs kurdes, etc., qui font des exactions pas possibles. Et là, les Turcs utilisent les Kurdes, font venir les Tcherkesses, sortent même les repris de justice pour, essayer de massacrer les Arméniens. Et je voulais savoir aussi une chose, qu'est-ce qui reste des Arméniens à ce moment-là, cachés dans cette région, si tu as une connaissance, par exemple. Parce que on donne il y en a qui disent qu'il y a 500 000 Arméniens qui sont cachés, il y en a d'autres, ça on en arrive à des millions. Bon, peut-être pas exagérer, il y a eu des islamisations, ça c'est évident. Maintenant c'est quand même très difficile de chiffrer, hein. C'est difficile parce que d'abord qui va se dire arménien ou pas arménien, il y en a qui vont dire oui, bah, moi j'avais un grand-père qui était arménien, ou qui va lâcher l'information, mais c'est difficile. Alors bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est lancé sur le Delsim, parce qu'on en parle de plus en plus. On parle de plus en plus des Alévis, alors c'est pour ça, c'est l'occasion de... c'est pas gratuit. Si on s'est lancé là-dessus, c'est parce qu'il y avait une arrière-pensée, c'est évident. Mais difficile à dire. Difficile. Je voulais juste poser une question. Est-ce que vous avez le projet de traduire votre livre en turc et de le publier en Turquie, justement en réponse pour la traduction aux jeunes Turcs? Aux jeunes Turcs. Bien sûr, ce serait bien, seulement, je vais vous dire tout de suite, bon, on est une petite association. On avait commencé avec le livre, de traduire le livre d'Annie, de Nicolas Marr, de russe en français, alors qu'il y avait eu une traduction arménienne d'ailleurs. On s'est aperçu plus tard que Nicolas Marr était un petit peu, bien que c'était un grand linguiste, hein. Mais si c'était possible, si quelqu'un voulait le faire, moi je n'y vois aucun inconvénient, bien au contraire. Mais c'est pas moi qui pourrais le faire, d'une part, parce que j'ai pas les connexions. Mais si quelqu'un voulait l'engager, oui, parce que c'est pas la peine que je vous dise qu'on a quand même eu des frais extrêmement importants. D'ailleurs, ce qui explique aussi le coût qui peut au départ, quand on ne sait pas, on dit oh bah tiens, ça me paraît bien cher, oui effectivement, mais enfin c'est pas un roman de 4 sous, c'est pas du papier à photocopie. Bon, enfin il y a tout ça, et c'est pas le bureau des pleurs ce que je dis là, mais je veux dire c'est quand même, il n'est pas question de le brader, de faire ça n'importe comment aussi, c'est dommage, c'est dommage. Moi je déplore toujours, je suis peut-être un petit peu excessif en disant ça, mais je regarde quand même quand il y a un livre, bah, j'aimerais bien quand même pouvoir le prendre. Il y a monsieur Rafi Agopian qui est là, qui a beaucoup participé à l'élaboration. Je lui dois une première chandelle, c'est vrai. Et bon, bah voilà, ça on peut le prendre en main, on peut le garder, il ne se referme pas, on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est rien, mais c'est tout un tas de choses. Et on voulait que ce soit comme ça. Donc, mais au contraire, si quelqu'un voulait entreprendre la traduction, on n'y voit aucun inconvénient, hein. Loin de là. Est-ce que vous avez encore des questions? Bref, ici. De toute façon, vous pourrez continuer à discuter entre vous, hein. Il va y avoir des assiettes pour de quoi manger, et des livres pour venir discuter avec M. Chibarien. Je vois bien, hein, si vous voulez discuter, si je peux vous répondre, parce que je ne suis pas un puits de science. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais juste relever quelques similitudes avec le Moussadar. Alors il y a beaucoup de similitudes, notamment la population qui était une population de la terre, c'était des paysans. Alors, autant à Van qu'au Moussadar, et ce sont quand même des paysans qui ont réussi à résister contre une armée turque, il faut
faut savoir que c'est des paysans contre des soldats. Le nombre des soldats turcs contre le nombre de paysans arméniens qui se défendent. Les armes. Alors au Moussadar aussi, il y avait des fusils, Mauser. Alors pas beaucoup, on en manquait. Il y avait plus de combattants arméniens qu'il n'y avait de fusils. Alors c'était parfois un fusil pour trois Arméniens. Le siège qui a duré 1 mois à Van, qui a duré 53 jours au Moussada. Bon voilà à peu près les similitudes. La différence c'est le nombre de morts, 50 000 en 48 heures. C'est un chiffre qui est même, j'en ai parlé avec Kevorkian il n'y a pas longtemps, il m'a dit, alors il a voulu me donner un peu plus de précision, il dit 50 800, mais on en est là. Donc ça c'est la grande différence. Au Moussadar, il n'y a eu que 18 Arméniens qui ont perdu la vie en se défendant contre les Turcs. Dans le cas du Moussadar, c'est la marine française qui a sauvé les Arméniens, un petit peu par hasard, parce qu'ils ont vu les signaux de détresse. Et donc dans le cas de Van, c'est l'armée russe qui est venue jusque dans la région de Van, et la population qui s'est retirée avec l'armée russe. Et c'est très important, je le répète, d'avoir cet ouvrage-là, puisque dans l'inconscient arménien, quand même, on s'est défendu là où on pouvait. Et ce serait injuste de ne pas citer l'autodéfense de Hadjan, puisqu'on a des Hadjensi aussi dans la salle, des Etunsi qui se sont défendus, malheureusement dans ces deux cas, et Shavin, Karaïsa, où votre grand-père était. Voilà, il y a eu différentes poches de résistance. Là où les Arméniens ont pu se défendre, ils se sont défendus. Et c'est important dans l'inconscient, dans le subconscient arménien d'avoir cette information-là. On ne s'est pas laissé faire. Non, puis c'est facile, hein, après coup, de dire comment ils sont partis comme ça. Bah oui, mais déjà l'élément armé, enfin les hommes, déjà on les a enlevés de là. Alors, soit ils ont été incorporés, et il n'y avait plus de force armée. Il n'y avait que des gens en petite quantité à gauche à droite. Et puis quand la police arrivait ou ils rentraient chez les gens, puis hop, embarqués, et puis c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Après on l'a dit pour les juifs, on a dit, mais comment ils se sont laissés faire? Ben oui, mais c'est facile de dire ça. Quand les gens ils sont désarmés, ils n'ont rien, c'est pas facile ça. Alors il y a des endroits évidemment qui se sont défendus comme ils ont pu. Non, mais ils avaient l'habitude de se battre. Bien sûr, il fallait d'ailleurs, on le voit bien hein, au départ, et puis après, je ne vais pas dire qu'ils y prennent goût, mais puis, finalement, ils étaient bien, après c'était bien encadré, ils avaient même une police, il y a une police dans le camp arménien. Il y avait une police, il y a de tout, hein, ils avaient vraiment, ils s'étaient bien organisés quand même. Bien organisé. Une autre similitude avec le Moussada. Ouais. C'était poussé par la nécessité, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. Si, ils pouvaient mourir, puis ils se laissaient faire. Enfin, ça c'est autre chose. Mais ils savaient déjà, et il y avait eu des précédents qui ont jalonné vraiment le 19e et bien avant. C'est vrai, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Le mot de la fin, pour terminer, enfin. Hein, c'était un super exposé, merci beaucoup. Merci. Donc j'aimerais remercier Erwan Kerevel aussi, qui m'a présenté Chabouki Variant, et qui était déjà venu ici, j'espère qu'il reviendra, et vous-même aussi. Sûrement. C'est même, oui. En tout cas, sûrement qu'il reviendra, ne serait-ce que pour des signes. Je pense qu'on aura quelque chose de pas mal. On fera revenir. Bon, comme Salo l'a dit, j'allais évoquer les similitudes avec le Moussadar. On a fait un dîner pour célébrer la résistance héroïque du Moussadar, dont Salo Mardilian est président de France Moussadar. Ensuite, pour dire aussi que les Arméniens ont résisté là où ils ont pu. Souvent on entend que les Arméniens se sont fait abattre sans rien faire, qu'ils ont suivi les ordres, mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont résisté le plus possible. Et c'est cet esprit de résistance qui nous anime à Nazapek. Sachez-le,
Je vais faire une parenthèse Mazafek parce que depuis cette année, on a un nouveau conseil d'administration. Je sors un peu de la conférence. On est beaucoup plus qu'avant. C'est grâce à vous tous, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce aux membres. Et sachez que nous continuerons à lutter pour la cause arménienne qui est la cause à chacun d'entre nous ici. Et voilà, je voulais tous vous remercier. Vous pouvez profiter du cocktail en échange d'un petit don.